Nos podcasts sur YouTube et bientôt YouTube Music. Bouton unifié. 10 jours pour jeter son iPhone en Russie. ChatGPT crée une app pour iPhone. Microsoft veut son store Xbox sur iOS. Lundi 20 mars 2023. François Letruénic. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 354. Bonjour à tous. Les podcasts vidéo arrivent sur YouTube et les podcasts audio dans l'appli YouTube Music. La plateforme de streaming de Google l'a annoncé juste avant le week-end via son compte Twitter. Et on peut vous confirmer que depuis ce lundi midi, la quotidienne iWeek et iWeek La Semaine Apple sont devenus sur YouTube deux podcasts, des podcasts vidéo qui vont donc pouvoir être mis en avant en tant que tels et bénéficier des outils statistiques de YouTube. La version audio sera automatiquement générée à partir de la vidéo et elle pourra donc être écoutée en tant que telle comme un podcast audio dans l'appli YouTube Music. Alors ça n'est pas encore opérationnel, concrètement l'onglet podcast n'est pas encore visible dans l'appli YouTube Music, mais ce serait imminent et ça c'est très bon pour nous découvrir et pour, on l'espère, gagner de nouveaux auditeurs. En tout cas on l'espère, François. Ah bah oui, il faudra penser à mettre des petits pouces bleus, non pas en bas de la vidéo, mais en bas du podcast, de l'épisode. Ce sera très important parce qu'on sait à quel point les algorithmes YouTube sont sensibles à ça, ou en dehors de du sponsoring, évidemment, mais ça aura une importance particulière. Je t'avoue que je suis partagé. Je me dis, c'est chouette parce que ce sera un flux de plus accessible, c'est-à-dire que on est déjà quand même accessible sur pas mal de plateformes. Ça en fera une de plus. Maintenant, je pense que le risque, c'est aussi que tout se disperse. Et c'est vrai que moi, je suis pas spécialement fan de cette dispersion. On sent que tout le monde veut faire de tout. Les podcasts, il y a eu un moment sur Facebook, je sais pas si tu t'en souviens. Il y a eu Apple Podcasts, Spotify. Tout le monde en fait s'y met. Tout le monde veut faire sa petite tambouille interne. Et je pense que pour l'auditeur, c'est compliqué parce que quel service utiliser? On risque d'avoir chacun avec ses petites habitudes. Moi, c'est vrai que je suis un utilisateur toujours d'Apple Podcast, mais c'est vrai que on peut avoir des mauvaises surprises à l'image de ce qui nous est arrivé ce week-end, par exemple, avec un épisode qui était pas disponible alors qu'il était censé être disponible. C'est vrai que dans l'idée, moi, je préférerais qu'on ait une ou deux plateformes vraiment bonnes qui fonctionnent très bien, plutôt que d'en avoir plusieurs qui potentiellement, il y en a une qui bug, et ça provoque surtout une chose, c'est que pour les personnes qui gèrent ça, je pense en particulier à toi, Benjamin, c'est que ça fait encore plus de manip, et ça veut dire encore plus de vérif pour vérifier que les podcasts sont bien accessibles sur toutes les plateformes, histoire de pas avoir de mauvaises surprises. En tout cas, YouTube, c'est Google, donc c'est forcément une bonne nouvelle en termes de référencement. Puis moi, je vous rappelle que iWeek, la semaine Apple, existe sous la forme aussi d'un contenu vidéo depuis l'épisode 31. On est au 128 et donc vous avez presque une centaine d'épisodes à dispo sur YouTube, jusqu'à maintenant sous forme de vidéo et désormais catégorisés en tant que podcast avant de pouvoir les retrouver dans l'appli YouTube Music en podcast audio très très prochainement. Le futur possible bouton unifié de volume attendu sur les iPhone 15 Pro et Pro Max, il apparaît dans une vidéo publiée sur Twitter par le leaker chinois Shrimp Apple Pro. Alors il ne s'agit pas d'une photo mais d'un rendu 3D qui montre effectivement ce qui ressemble à un unique bouton de réglage du volume sur le côté gauche des futurs iPhone 15 Pro et Pro Max, François. Ouais, alors comme tu l'as bien spécifié, on parle d'une nouveauté pour les modèles Pro et pas pour les iPhones classiques. Moi, je t'avoue que cet iPhone 15 Pro, je pense que j'aurais du mal à ne pas céder. C'est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le 14 pour plein de raisons. Je pense que la principale, c'est parce que pour moi, c'est un iPhone de transition, même s'il y avait la fameuse Dynamic Island, mais c'est vrai qu'en dehors de ça, il y a quand même pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et puis moi, c'est vrai que j'attends aussi un iPhone USB-C, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tous nos périphériques sont en USB-C. Le jour où l'iPhone sera en USB-C, ce sera beaucoup mieux. Maintenant, je trouve ça plutôt intéressant. Je pense que même d'un point de vue étanchéité, ça pourrait rajouter un gap de plus. Et puis, c'est une moyenne aussi de différencier les deux gammes d'iPhone. Le rendu est plutôt sympa. Maintenant, comme d'habitude, de toute façon, on mettra une coque dessus, donc je suis pas sûr que ça changera grand-chose. Par contre, à voir au niveau du comportement, est-ce qu'il y aura bien un retour haptique parce que c'est vrai qu'on le sent bien, le clic-clic, quand tu montes ou tu baisses le son. Je sais pas comment ça va se comporter, donc le rendu permet de voir comment ce sera physiquement. Maintenant, au niveau du comportement, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. C'est une consigne officielle du Kremlin qui vaut pour tous les officiels russes impliqués dans la préparation des prochaines élections présidentielles de 2024.
soit vous jetez votre iPhone, soit vous le donnez à vos enfants. Selon le quotidien Commerçante, cette consigne est motivée par des préoccupations autour des iPhones présentés comme vulnérables aux services de renseignement occidentaux. Sergueï Kirienko, le directeur de l'administration présidentielle russe, donne jusqu'au 1er avril et donc 10 jours seulement aux officiels pour se débarrasser de leurs iPhones, François. Si vous nous écoutez, amis russes, n'hésitez pas à m'envoyer vos iPhones. Moi, je suis preneur, il n'y a pas de souci. Je les récupérerai avec grand plaisir. Apple est une entreprise américaine. C'est un moyen pour le Kremlin de dire attention, voilà, c'est un iPhone américain, faut pas l'utiliser pour vos communications, etc. On le sait, je pense qu'Apple là-dessus a prouvé à plusieurs reprises que même si les gouvernements faisaient pression pour accéder aux données, en particulier de terroristes ou autres, Apple est quand même pas réactif à le faire. Voilà, donc pour moi c'est uniquement de la propagande, c'est pas d'un point de vue inquiétude d'avoir accès à ces données-là, c'est vraiment juste en mode arrêter d'utiliser du matériel américain, quoi. Et tu vois tous les officiels russes qui ont un iPhone changer de téléphone dans les 10 prochains jours ? Enfin, moi, honnêtement, c'est peut-être très caricatural et c'est peut-être très, très manichéen comme vision, mais je pense qu'ils ont pas le choix, en fait. Ils vont pas avoir le choix. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'ils vont utiliser ? À ma connaissance, il n'y a pas de marque de téléphone russe qui propose des smartphones sans doute Android, mais en même temps Android c'est pareil, Android c'est un système américain, Google c'est américain, donc sauf à taper sur un système chinois peut-être, honnêtement je sais pas, ou alors ils vont développer leur propre système d'exploitation, leur propre OS, on l'a vu au début de la guerre en Ukraine, tous les McDo ont fermé, les usines Renault ont été renationalisées en version... Enfin voilà, c'est assez délirant. Maintenant c'est le choix de l'administration russe, donc ils vont du coup arrêter sans doute d'utiliser des iPhones, et à mon avis on leur dit qu'ils ont le choix, mais je suis pas sûr qu'ils auront trop le choix en fait, quoi. Et de son côté, un premier grand média demande à son personnel de supprimer l'appli TikTok. Il s'agit de la BBC dans un mail envoyé ce dimanche. Demande qui ne concerne que les smartphones professionnels, sauf ceux qui ont professionnellement besoin de l'appli TikTok. On va préciser que la BBC a un compte TikTok et il est toujours actif, ce qui devient un peu paradoxal désormais. C'est assez drôle, c'est comme le diététicien qui dit qu'il faut pas manger du Nutella et puis qui bouffe du Nutella, quoi. Enfin, ça a un côté... le parallèle est un peu hasardeux, mais bon. Il y a un moment où on va continuer à utiliser TikTok parce que les jeunes l'utilisent, mais derrière, on va dire à nos salariés, l'utilisez pas, quoi. Ça a un petit côté aberrant, je trouve. Mais on touche une fois de plus au problème des grandes applications, des marques les GAFAM, etc. Tout ça, les enjeux politiques derrière. Et on sent qu'il y a une... Je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais il y a une vraie montée en puissance de la volonté de maîtriser tout de A à Z. Et du coup, est-ce que ça va pas inciter plutôt au repli et à chaque pays de développer ses propres systèmes d'exploitation, ses propres applications, etc. Ce qui est quand même un peu à l'encontre de la mondialisation à laquelle on assiste depuis un bon paquet d'années. Utilisez la nouvelle version de ChatGPT améliorée par la version 4 de GPT pour créer une appli pour iPhone sous SwiftUI. Morten Just, un développeur, en a fait la démonstration via Twitter. Il a demandé à ChatGPT d'entrer dans la peau d'un assistant en programmation et il lui a demandé le code prêt à l'emploi pour une app iOS qui propose chaque jour 5 films à voir avec la bande-annonce vidéo et le nom de la plateforme qui propose le film. Et ça marche, François. Oui, alors je vais pas dire que je suis surpris parce que j'ai eu l'occasion d'en parler avec des potes développeurs, en particulier site internet aussi. Et à l'époque, ils me disaient déjà que sur la version 3, ils avaient tenté en fait de demander à ChatGPT de terminer du code. Et ça fonctionnait à balle, quoi. Et ça a un côté bluffant parce que je repense à l'application Swift Playground. Au final, déjà avec ces outils-là, on pouvait faire des choses relativement facilement. Mais je pense que là, bientôt, en fait, tu auras juste à demander à ChatGPT de te faire une application qui fait tel truc, etc. Et tout se fera de manière quasi automatique. Donc ça peut vraiment étendre le champ des possibles. Mais la vraie question, c'est derrière, est-ce que ça risque pas de tuer de l'emploi aussi, alors sans parler du côté dramatique, de partir vraiment sur le scénario catastrophique. Mais sur le principe, c'est énorme. Après, faut pas oublier que ce système-là va être vendu. Il y a un moment où, déjà c'est le cas avec la présentation qu'ils ont faite sur l'intégration dans Office 365, enfin dans Microsoft, je sais plus comment c'est le nouveau nom d'Office. Copilote. C'est ça. Voilà, et c'est énorme, mais c'est des services qui seront payants. Donc pas accessibles à tout le monde, sauf à ceux qui pourront évidemment y adhérer. C'est des potentialités énormes, et je pense qu'on n'a pas fini de voir l'impact que pourraient avoir ces systèmes-là, ces intelligences artificielles
sur tous nos outils, sur tout ce qu'on peut utiliser au quotidien aujourd'hui. En tout cas, si vous faites faire du code à ChatGPT, vérifiez-le à la main avant de le mettre en production. Ah bah évidemment, ça va de soi. Et puis les grandes ambitions de Microsoft, dont l'acquisition d'Activision est toujours en ballottage réglementaire. Phil Spencer, le patron de la division gaming, mise sur une validation de l'acquisition et il prépare l'après en annonçant dans le Financial Times la volonté de lancer un Xbox Game Store sur iOS via une appli dédiée, ce qu'Apple devrait permettre quand le Digital Markets Act entrera en vigueur en Europe, ce qui est prévu dans un an en mars 2024. Apple aurait d'ailleurs déjà prévu de s'y conformer avec une mise à jour dédiée au marché européen, une mise à jour du futur iOS 17, François. Ouais, bon, ça va, il y a encore un petit peu de temps, mais ça va arriver. Et j'en reviens à ce que j'évoquais il y a quelques minutes. Tu t'imagines, ça veut dire qu'en fonction du pays où tu vas te situer, tu auras accès à certains outils ou pas à d'autres, quoi. Donc c'est un petit côté spécial. Maintenant, ça paraît logique, Apple va pas avoir trop le choix, mais à mon avis, ça risque aussi de donner des idées, sans doute aussi pour les États-Unis et les autres pays du monde. Et je pense qu'à un moment, Apple pourra sans doute pas. Voilà, c'est le principe du 2 poids 2 mesures. En Europe, on nous oblige, donc on le fait, mais ailleurs, on nous oblige pas, donc on le fait pas, quoi. Je pense que ça pourrait provoquer une montée de bouclier. Ça risque d'être mauvais aussi pour la communication d'Apple. Et Dieu sait qu'en ce moment, Apple est quand même dans l'œil du cyclone par rapport à pas mal de petites choses. Donc je pense qu'Apple devrait pas faire la fine bouche là-dessus. Et permettre à ce Xbox Game Store d'être accessible dans tous les pays où iOS est disponible. Enfin, pour moi, ça me paraîtrait relativement logique. Maintenant, voilà, on sait que notre logique à nous n'est pas toujours la logique d'Apple, hélas. Mais voilà, après, j'y reviendrai comme pour YouTube, les podcasts YouTube. Il y a tellement de monde sur le marché qu'à un moment, ça va vraiment faire du mal. Et je pense qu'il va y avoir des hécatombes. Et je pense qu'il y a pas mal de boîtes qui, au lieu de se diversifier, feraient mieux de se concentrer sur leur cœur de métier et nous proposer des choses qui tiennent la route. Merci François, la quotidienne iWeek Reviens demain.